La France ne reconnaissait officiellement jusqu'à présent aucune autre communauté que la communauté nationale. Mais ça, c'était avant la proposition de l'Élysée de créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas, composé d'un certain nombre de personnalités incarnant cette diversité. Teddy Riner, Liliane Thuram, Najat Vallaud-Belkacem, Amel Bent ou encore Christiane Taubira. Un projet qui pourrait être officiellement annoncé lors du sommet Africa Forward, où se réuniront Emmanuel Macron et des dirigeants africains. L'ambition est de fédérer toutes les diasporas de France pour contrer la vision trumpienne de l'Europe et la guerre des civilisations qui se prépare. Tout un projet, et on en parle avec un spécialiste des relations internationales, Driss Ghali. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Driss Ghali, merci d'être sur Sud Radio pour décrypter un petit peu cette étrange information. Curieuse initiative du président de la République qui remet un peu en cause le concept, comme disait Maud à l'instant, de communauté nationale. Il créerait donc une catégorie de citoyens qui serait un petit peu différent des autres et qui rentrerait dans le cadre d'une diversité, surtout du terme diaspora. Ça vous inspire quoi, cette démarche? Elle est républicaine ou elle n'est pas très républicaine, cette initiative? Bon, je vais peut-être vous étonner. Je pense que Macron a en partie raison parce qu'il a compris qu'on est passé dans une dimension qui n'est plus tout à fait républicaine, comme on l'entendait. Il y a eu tellement d'immigration, mais tellement d'immigration dans le monde, mais en particulier en France, qu'on a maintenant des peuples en formation, que nous appelons diaspora. Vous avez au moins 1 200 000 Marocains en France. Au moins 1 million de Tunisiens. C'est un petit peuple. Oui. C'est un petit Maroc et une petite Tunisie en France. Vous avez au moins 4 millions, 5, 6 millions d'Algériens. On ne sait pas vraiment. En France, c'est une annexe de l'Algérie. Donc, je veux dire qu'on est dans un contexte qui est différent d'il y a 30 ans. Ces diasporas ont une existence religieuse, traversée par un islamisme parfois beaucoup plus fort en France qu'au Maghreb, si on parle que des diasporas maghrébines. Vous avez des phénomènes mafieux, je pense notamment à la diaspora chinoise, etc., etc. Donc, il y a des enjeux de diaspora, c'est bien de s'en occuper. Malheureusement, Macron va la faire à la mode de M. Macron, c'est-à-dire, je le dis comme je pense, n'importe comment. D'abord avec cette espèce de justification par rapport à M. Trump, qui n'a rien à voir avec ce phénomène-là. Et puis, comme d'habitude, ce sera mon dernier point pour cette réponse, c'est les diasporas, ça va être contre la France. Parce que pour M. Macron, il y a une nouvelle France à exhiber, à mettre devant tous les Français pour leur dire la France d'avant, la France blanche chrétienne, c'est fini. Maintenant, nous sommes black, blanc, beurre. C'est surtout inefficace. Parce que ce dont la France a besoin aujourd'hui, c'est de puissance. Face à Trump, parce que Trump, il a tous les défauts du monde, mais ses diasporas, lui, elles sont patriotes. Vous avez Marco Rubio, un Cubain. Vous avez Kash Patel, patron du FBI, qui est ougandais, hindouiste, et j'en oublie d'autres. Eux, pour le coup, ils sont pour l'Empire américain. Monsieur Macron s'entoure de gens qui sont plus ou moins dans une pensée de gauche, très frileuse par rapport à ce qu'est la France, et on est vraiment dans une espèce de syndicat de liquidation de l'image du pays. Driss Ghali, la France a toujours procédé par intégration des diasporas depuis la civilisation gallo-romaine, et c'est ce qui fait sa richesse, et la diversité est au cœur de l'esprit républicain. Pour autant, elle passe par un concept, alors pour le coup de communauté, mais nationale, communauté de destin. Le citoyen français est d'abord un individu, et puis il y a le phénomène de l'intégration. Est-ce que cette vision, à travers ce haut commissariat à la diversité aux diasporas, est une remise en cause de l'intégration, est une remise en cause du concept de communauté nationale, où on tolérerait des sous-communautés qui représenteraient une identité différente? Je pense que M. Macron a choisi cette vision-là. Il est dans cette vision-là de la post-France, d'une communauté nationale déjà fracturée. Je pense très sincèrement, et je suis assez gêné d'être d'accord avec Macron parce que je sais qu'il va... Ça n'empêche pas que l'idée puisse être au départ. On comprend, c'est la finalité qui est inquiétante. C'est ça, exactement. Parce que la finalité, c'est, encore une fois, c'est humilier le peuple de France pour lui dire la France d'avant c'est fini, maintenant on préfère des Français venus d'ailleurs. Autrement dit, je vous interromps, il refait au peuple français la réponse qu'il a faite à Jean-Luc Borloo en lui disant oui, ton projet de ville, finalement c'est celui d'un mâle blanc de plus de 50 ans. Et là, il dit la même phrase à tout le pays. Exactement. Et en plus de ça, il nous dit c'est anti-Trump. Au fait, c'est ultra-américain. Cette diversité que Macron célèbre, c'est la diversité à l'américaine, c'est-à-dire une diversité racialiste. À l'anglo-saxonne, on peut même dire. À l'anglo-saxonne. Alors il le fait à un moment qui est très mal choisi, au moment où le modèle multiculturel anglo-saxon s'effondre. Mais oui. Vous voyez ce qui se passe à Londres. Mais oui. Donc nous avons des chefs qui sont tellement, mais vraiment à côté de la plaque, qu'ils n'ont même pas le sens du ridicule.
Parce qu'il y a 30 ans, cet élément de langage passait. Là, vous avez Londres, l'Angleterre qui est au bord de la guerre civile, en tout cas qui est très malheureuse à cause de son multiculturalisme. Et je ne parle même pas des gangs de viol, tout ça, de Bradford et tout ça. Monsieur Macron, en fait, est un Américain qui se refoule et il est comme tellement d'Américains qui se refoulent dans notre état profond, il est en rage contre Monsieur Trump qui sort un peu du narratif de l'état profond américain, d'une diversité anti-blanche. Monsieur Trump, une diversité qui est patriote, impérialiste, voire agressive. Hein, bien sûr. Parce que Marco Rubio, Kash Patel, etc., ne sont pas des gentils. Ils défendent des intérêts américains. Driss Ghali, vous avez écrit « De la diversité au séparatisme, le choc des civilisations ici et maintenant ». Quelle est l'origine de l'échec du communautarisme qui a longtemps fonctionné en Angleterre avec le Commonwealth? Tout d'un coup, le système s'effondre. C'est quoi? C'est un effet du mauvais libéralisme ou c'est la globalisation qui pervertit les bonnes intentions? Je pense qu'il y a eu deux effets principaux. Il y a l'effet du choc de civilisation qui s'exprime partout, où il y a un contact entre deux civilisations à très forte personnalité. Donc pour vous, c'est une réalité. Donc pour vous, le choc est une réalité, d'accord. C'est une évidence. Alors, dans le choc, il y a aussi le choc électrique. Et parfois, il y a certaines étincelles qui font des belles choses. Hein. Vous avez des grands artistes, vous avez des grands hommes d'affaires. Vous savez, nous avons eu un choc de civilisation durant la colonisation française au Maghreb et en Afrique noire. Il était dur, mais il a permis de faire la guerre ensemble contre Hitler. Hein, les goumiers, les tirailleurs. Donc le choc, c'est le choc. Hein. Il peut avoir un aspect très brutal, un aspect très négatif, très positif. Là, vous avez le choc des civilisations entre une civilisation anglaise ultra enracinée, ultra, on peut dire, fossilisée, tout ce qu'on veut, mais qui est la civilisation d'origine. Et vous avez une civilisation qui vient de l'Asie, notamment Pakistan, Inde, qui est très forte personnalité. Et vous avez une concurrence, au fait, des légitimités. Chacun dit « ma loi est la meilleure ». Bien sûr. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un que sa loi n'est pas bonne alors qu'il vient d'une civilisation ultramillénaire qui a inventé le Bouddha et autre chose. Et vous avez en même temps, et c'est aussi également de la même importance, vous avez un affaiblissement de l'âme anglaise. Vous voyez les politiciens anglais. Oui. Le niveau s'effondre. Oui, on n'est plus du tout dans Nelson. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls à perdre leur spécificité. Mais bon, là, pour le coup... ce qui nous arrive. Et c'est ce qui nous arrive en France, parce que les gens déjà de base, les gens sont paresseux, les diasporas sont paresseuses. Les gens ne veulent pas s'intégrer, parce que c'est un travail mental, de s'intégrer, de se transformer. Changer ses habitudes, c'est plus dur. C'est plus facile d'acheter un McDonald's que de changer d'habitude. Et en plus, changer d'habitude, ça veut dire que mes habitudes ne sont pas bonnes et que les vôtres sont bonnes. Pour cela, vous devez me convaincre que vous êtes meilleur que moi. Alors, quand on voit les leaders anglais, français, belges, j'en parle même pas, hollandais, tout ça, on se dit, bah écoutez, finalement... Voilà. C'est pas évident. C'est à cause de ça que nous avons un effondrement de ce modèle multiculturel qui aurait pu marcher quand on a un peuple d'accueil qui est extrêmement solide, fort, avec un socle. Solide, exactement, et puissant. Vous voyez en France aujourd'hui, juste un point, à chaque fois que des imbéciles brûlent un commissariat ou jettent un mortier sur un commissariat, ils tuent 10 000 vocations à l'intégration. Parce que pourquoi voulez-vous que je m'intègre à un pays dont la police se fait casser la gueule? C'est bon. Mode Coffler. Oui, Driss Ghali, alors là, Emmanuel Macron, effectivement, avec ce commissariat, devrait juste désunir et fracturer un peu plus la communauté nationale, et je pense qu'il n'en avait pas besoin. Est-ce qu'on va pas... Vous parliez, en fait, en quelque sorte, d'un basculement civilisationnel. Est-ce que là, on n'est pas arrivé vraiment à une espèce de point de rupture où, décidément et définitivement, Emmanuel Macron va institutionnaliser le fait que, de fait, la France blanche catholique, qu'on imagine désormais, parce que comme le dirait certains intellectuels français, la France blanche n'existe plus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé en fait à ce stade de grand basculement civilisationnel que redoute tout le monde, mais que Emmanuel Macron finit par provoquer? Oui, dans ce sens, il est mélenchonien et il fait partie du même camp. Mélenchon parle de la nouvelle France créolisée. Oui, c'est ça. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on n'est pas dans le projet de créolisation avec d'autres mots, de façon plus institutionnelle, habillé, j'allais dire, d'un masque politique, mais politicien même d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Que le peuple français, la notion de peuple français n'existerait plus? Il y aurait les peuples de France?
nous touchons le cœur du système. Vous avez aujourd'hui un système de gouvernement qui ne peut plus fonctionner avec son peuple historique. C'est-à-dire que la République dont on nous rabat les oreilles, elle a réussi à enlever la souveraineté au peuple historique de France et elle est en train de donner à des peuples nouveaux, issus de l'immigration, qui ont été naturalisés, à juste titre ou pas, c'est pas le problème. Ils sont ici aujourd'hui. Et M. Macron tire ces conclusions-là, il veut gouverner avec ces peuples nouveaux qu'il appelle diversité. Mais au fait, ce sont des peuples nouveaux, des peuples qui illustrent cette espèce de transfert de pouvoir du peuple de souche. C'est un acte ultra antidémocratique. Hein. C'est pas du tout démocratique. C'est transférer le pouvoir d'un peuple à un autre. Et ils vont vous dire que c'est la diversité. Or, en fait, c'est diviser pour mieux régner. Nous avons aujourd'hui une gouvernance. Pardon. Non, je dis ça ressemble quand même à une forme de remplacement. On remplace l'unité nationale par la diversité nationale. C'est un remplacement. Tout à fait. C'est un remplacement et on peut même aller plus loin. Nous sommes dans des logiques un peu impérialistes, un peu coloniales. C'est ce que nous faisions dans l'empire colonial. Nous avions les uns contre les autres. Hein. En Algérie, on a intégré les juifs pour les retirer des musulmans. Après le décret Crémieux, après on a commencé à diviser les uns contre les autres. Vous avez aujourd'hui tout ça derrière un masque managérial. La diversité, ça sonne très Wall Street, très CAC 40. Or, ça n'a rien de managérial. C'est une logique politique ultra cynique. Et moi, le pire dans tout ça, moi, je veux bien être très ouvert. Parce que je pense qu'il faut être les hommes de demain. Et je pense que la République, elle a besoin d'une réforme. Est-ce que cela, au moins, nous mènera vers plus de puissance? Moi, la France qui vient sortir de tout cela, elle ne sera pas plus belle. Elle ne sera pas plus forte. Est-ce que la France qui sortira de cette diversité-là imposera le non au Mercosur? Pas du tout. Ce que M. Macron nous fait, c'est une France qui est Benetton, Black blanc beurre, ok, très bien, effectivement, mais qui est une France qui sera étalée par terre devant Ursula von der Leyen. Donc, on est vraiment dans la survie d'un régime qui ne sait plus quoi faire, au fait, pour garder électoralement le pouvoir. Est-ce que vous pensez il se remet à des minorités. Est-ce que vous pensez que l'effondrement de l'école, de l'éducation nationale, est une des causes de cette, j'allais dire, dissolution de l'esprit du national? Jules Ferry, Jean Jaurès et De Gaulle doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent de tels propos. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi je pense en fait, le problème c'est qu'on va se prendre plusieurs crises en même temps. Et c'est difficile de les analyser. Parce que d'un côté, même De Gaulle, Jules Ferry, ce n'étaient pas des assimilationnistes. Hein. Non, c'est des intégrateurs. Ce sont des intégrateurs. C'est des intégrateurs, et puis ils ne se sont jamais mis dans une position où ils avaient des millions d'Africains et de Maghrébins, et aujourd'hui d'Afghans, et de Sri Lankais, et de Pakistanais à intégrer en France. Parce que ce sont des gens qui avaient affaire à qui? À une ultra-élite africaine arabe ou indo-chinoise qui s'était intégrée. Je pense à Léopold Sédar Senghor. Je pense à certains Marocains, à certains Algériens, à certains médecins indochinois. Donc c'était des petites masses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas assimiler tout le monde. Je pense que c'est vraiment se mentir à nous que de dire qu'on va assimiler tout le monde. Et c'est ça le grand défi. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une rénovation politique et de ne pas nous accrocher au mythe de l'assimilation, parce que malheureusement, les gens ne peuvent pas s'assimiler à 100%. On ne peut pas assimiler un peuple entier, surtout quand on va mal, comme le peuple de France ou le peuple anglais ou britannique. Sur l'école, c'est le cimetière de l'intégration. C'est au fait le cimetière de la République, parce que la République ne fait plus société. Parce que la République, parce que nous l'avons divinisée en France, évidemment, grâce à la gauche, mais c'est un instrument. Elle doit maintenir l'État-nation. Or, vous avez de l'école, vous avez des gens qui sortent, qui vous disent qu'ils n'aiment pas la France. Ils ne savent même pas ce que c'est que la France. Driss Ghali, on a entendu votre message qui ne nous rassure pas, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, parce que c'est un dossier qui va évoluer et on appellera votre témoignage. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. À très bientôt. Vous restez bien avec nous.